de plus, merci de nous suivre et bienvenue dans cette grande émission globale politique. Comme vous le savez bien, c'est cette émission-là qui vous informe sur le plan politique, bien sûr. Toutes les actualités sont analysées au cours de cette grande émission. Pour ces nouveaux numéros, avec une équipe technique tout à fait particulière et aujourd'hui là avec un invité tout à fait aussi particulier. Il s'agit bien sûr de M. Raphaël Loulou, à qui nous disons déjà bonjour. Bonjour. Voilà, avec M. Raphaël Loulou, nous allons parler sur la pétition contre Jean-Marc Kabound. Comme vous le savez bien, depuis un certain moment, il fait objet d'une grande pétition déposée par l'honorable Jean-Jacques Mamba de l'MLC, qui était arrêté bien sûr depuis le samedi, mais il est en résidence surveillée en ce net moment. Nous allons aussi parler sur le procès Vital Kamerhe. Comme vous le savez bien, aujourd'hui 25 mai, il y a eu procès de Vital Kamerhe pour le deuxième round, si on peut le dire ainsi. Nous allons aussi parler de la coalition FCC-CACH qui dirige ces grands pays, la République démocratique du Congo. Où allons-nous? Toute la population se pose mille et une questions. Coronavirus, la crise économique. Est-ce la coalition FCC-CACH sera en mesure de relever les défis par rapport aux attentes de la grande population? À vous tous qui nous savez et à vous tous qui nous suivez, voulais-je dire bienvenue. Alors, comme annoncé, M. Raphaël Loulou, vous êtes invité de notre émission pour ce nouveau numéro. Nous vous recevons pour parler, commençons avec la pétition contre Jean-Marc Kabound. Cette pétition-là qui a été déposée par un député MLC, mais aujourd'hui, on vous accuse, vous, du FCC, d'être derrière Jean-Jacques Mamba pour chercher à expulser Jean-Marc Kabound de l'hémicycle. Quelle est votre analyse, vous, en tant que cadre du FCC? Merci beaucoup. C'est pour moi un honneur d'être le premier invité d'un nouveau numéro qui vient de commencer sur votre chaîne. Je pense que nous allons essayer d'être le plus objectif possible. En ce qui concerne la pétition contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound, une pétition contre lui, bien évidemment, qui a été initiée par l'honorable Jean-Jacques Mamba. Nous, membres du FCC, nous le disons haut et fort que ce n'est pas le FCC qui est en train de diligenter cela, comme vous l'avez dit, que le FCC serait derrière cette pétition. Non. Les gens oublient que le Parlement fonctionne selon les us et coutumes parlementaires, selon les règlements intérieurs. Et moi, en l'occurrence, en tant qu'ancien parlementaire, ancien membre du bureau, j'ai beaucoup de respect pour cette institution. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'un débat à l'Assemblée nationale soit analysé comme un sujet qui défraye la chronique dans la rue. Parce que lorsqu'on veut parler d'un sujet sous examen au Parlement, on doit tenir compte de principes qui régissent le fonctionnement de la Chambre du Parlement. Et il faut que les gens sachent qu'il y a le règlement intérieur pour l'Assemblée nationale et il y a le règlement intérieur pour le Sénat. Lorsqu'il y a une pétition, la pétition a été faite par un parlementaire, un député national. C'est dans ses prérogatives constitutionnelles. Et il a récolté la signature de ses collègues de ce pays. Qui sont aussi du FCC. Chose grave. Oui, ils sont. Vous savez, chaque parlementaire est membre d'un parti politique, membre d'une famille politique. Et là, on ne voit pas plus le parti politique ou la famille politique à laquelle appartiennent les députés, mais on voit les statuts de parlementaires. L'honorable Jean-Jacques Mamba a initié cette pétition
non pas en tant que membre du MLC, il l'a fait en tant que parlementaire, selon les prérogatives d'un parlementaire. Avec le soutien des autres membres qui ont soutenu la pétition, l'ont fait en tant que parlementaire. C'est anormal qu'on déplace les débats entre parlementaires pour qui concerne les parlementaires ou le fonctionnement de la Chambre, l'Assemblée nationale, mais qu'on mette à l'avant-plan leur statut de membre de quelle famille politique de l'opposition et même du FCC. Et même si c'était celle-là le cas, l'honorable Jean-Jacques Mamba est du MLC, et à ma connaissance, le MLC est un parti politique de l'opposition qui a toujours composé avec l'UDPS, avec Cash. Donc je ne vois pas comment le FCC, voulais-je dire, comment le FCC allait être derrière Jean-Jacques Mamba pour le pousser à initier une pétition contre le premier vice-président. Sans oublier qu'aujourd'hui, il y a le rapporteur Jacques Lungwan du MLC qui est au sein de l'Assemblée nationale. On peut aussi dire qu'il y a eu influence de la présidente Janine Mabunda, comme l'a déclaré Kabound. Vous savez, le grand problème dans notre pays aujourd'hui, c'est de vouloir chercher les raisons en dehors de leur contexte naturel. Je répète, l'honorable Jean-Jacques Mamba est député national. Point de besoin de chercher que cette initiative a été encouragée par le FCC. Parce que le FCC n'a aucun intérêt à voir Jean-Marc Kabunda quitter le bureau de l'Assemblée nationale, tout comme le FCC ne voit pas mal que Jean-Marc Kabound, l'honorable vice-président, soit à ce poste, parce que le FCC a accepté qu'il soit premier vice-président depuis le début de la législature. Est-ce que sa présence, donc, il faut pas présence ne vous fait pas peur puisqu'il parle, il dit toujours de vérité? Non, ne croyez pas que quand quelqu'un vocifère trop, il dit la vérité. Non. La présence de n'importe qui ne ferait pas peur au FCC. Tout comme nous sommes à l'Assemblée nationale, il faut reconnaître que le FCC a la majorité confortable à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous croyez que le FCC aura peur d'un membre qui provient d'un groupe parlementaire minoritaire? Non. Il ne faut pas chercher à avoir peur de quelqu'un qui ne fera rien lorsque nous nous référons ici à la force politique qu'a le FCC à l'Assemblée nationale par rapport à la force politique qu'a le parti ou la famille politique à laquelle appartient le premier vice-président. Donc, le FCC n'a pas peur du tout. Mais au moins, je répète, que le FCC n'a aucun intérêt, autant que le FCC n'a pas peur, le FCC n'a aucun intérêt que le premier vice-président Jean-Marc Kabound quitte le bureau, ou le FCC ne perd rien que Jean-Marc Kabound reste au bureau de l'Assemblée nationale. Alors, sauf que on ne peut pas interdire aux députés de faire preuve de leur prérogative constitutionnelle au regard de quoi? De l'élan démocratique pris
par cette institution qui est, il faut reconnaître, l'Assemblée nationale est le creuset de la démocratie dans notre pays. Et si à l'Assemblée nationale, les députés doivent exercer leurs prérogatives constitutionnelles, jouir de leur pouvoir démocratique, cela n'est pas mal et ça ne dérangerait pas le FCC, parce que le FCC qui encourage la démocratie soutiendrait cet élan démocratique dans une chambre où il est majoritaire. Et aussi, c'est une question de droit. Il ne faut pas que l'on dise, que l'on veille à avoir un état de droit lorsque on ne veut pas que l'on exerce ce droit. Vous avez soulevé... Il est de notoriété que c'est le droit d'un parlementaire d'initier une pétition, même si c'est contre une personnalité d'une famille politique avec laquelle nous sommes en coalition. Vous avez soulevé ce que vous étiez au Parlement, et est-ce que vous pouvez quand même nous donner une idée? C'est combien que le trésor public doit débourser pour organiser un congrès, puisqu'aujourd'hui Jean-Marc Abound est victime d'une vérité qu'il avait dénoncée au moment de l'organisation du congrès. Il avait dit que pour l'organisation du congrès, il faut au moins plus de 7 millions de dollars. Et aujourd'hui, là, pouvez-vous, puisque vous avez été parlementaire, nous donner quelle somme faut-il normalement donner pour l'organisation des congrès? Laissez-moi vous dire que c'est que le premier vice-président avait dit 7 millions pour organiser un congrès. Je dois vous dire honnêtement que c'est faux. Quand j'étais à l'Assemblée nationale, j'étais membre du bureau, j'étais rapporteur à l'Assemblée nationale. Et pour organiser le congrès, il ne fallait pas dépasser une somme dépenser une somme aussi importante qui avoisinerait presque la moitié ou le 1/3 du budget. Est-ce qu'il avait tort de dire ça? Il avait tort parce qu'il a exagéré. C'est à ce moment-là qu'il y a le caractère militantiste de ses propos, de ses attitudes, de ses élans. Vous savez, quand on est vice-président d'une chambre, de l'Assemblée nationale en l'occurrence, on est un monsieur. On est une autorité dans ce pays. Donc vous pensez qu'il agit comme un militant de l'UDPS? Exactement, et non parce qu'il a gonflé les chiffres pour rien, pour donner... Normalement, il faut combien? Si le téléspectateur peut avoir une idée. Non, vous savez, les paramètres sont différents. Je ne voudrais pas ici dire que les chiffres que je donnerai pourraient être exactement celui-là. Je ne dis pas qu'il y a un canevas déjà fixé pour organiser le congrès, il faut autant. Non, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Donc quelque part, il n'avait pas tort, plus il a juste estimé. Non, pourquoi le condamner aujourd'hui? Les estimations étaient dans le but politique de soulever, d'amener la population à comprendre que le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat avait exagéré. Parce que quand on donne 7 millions, est-ce que, je ne sais pas si le premier vice-président, Jean-Marc Abound, connaît exactement la valeur de 7 millions de dollars. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas avancer des chiffres parce que l'on voudrait être sensationnel, créer un buzz pour que les gens suivent et que tout le monde dise, comme nous sommes aujourd'hui à une période où les millions dans notre pays font l'affaire. Alors, il voudrait un peu dans cette logique-là, dans ces rythmes, susciter la population ou faire en sorte que la population dise tiens, lui dit la vérité. Donc Jean-Marc Abound avait trompé la population par rapport aux 7 millions de dollars. Non, laissez-moi vous dire qu'il a menti. Il a menti. On n'a pas besoin de plus d'1,5 million
502 millions. Mais vous ne craignez pas aujourd'hui que le départ de Jean-Marc Kabound crée une fissure au sein de la coalition FCC-CACH, puisqu'on le sait déjà, il y a ceux qui disent que vous avez suivi la déclaration déjà de l'UDPS qui ont dit en cas de départ de Jean-Marc Kabound, on dit non directement à la coalition FCC. Est-ce que ça vous fait pas craindre quand même? Non, écoutez, il faudrait qu'on dise les choses froidement. Le départ de Jean-Marc Kabound du bureau n'apportera aucun coup fatal à la coalition FCC-CACH. Comment ça? Le président intérimaire de l'UDPS, un proche du président de la République, vous l'attaquez, vous ne craignez rien. La coalition FCC-CACH a des acquis que nous devons préserver absolument. C'est pour le bien du Congo, de la République démocratique du Congo, que nous sommes allés en coalition FCC et CACH. Ce n'est pas pour protéger l'intérêt d'un individu qui se trouverait être responsable d'un parti politique ou d'une institution politique. Ici, M. Jean-Marc Kabound, l'honorable Jean-Marc Kabound, vice-président de l'Assemblée nationale, c'est une figure importante de l'UDPS, oui, on le reconnaît. Et il est vice-président de l'Assemblée nationale, oui, on reconnaît. Il est tout ce qu'il peut être à l'UDPS, oui, on reconnaît. Mais ce n'est pas lui qui fait l'existence du FCC. Qui fait l'existence? C'est Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Il ne faut pas avoir peur de mots. La coalition existe parce que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ont accepté de nous amener en coalition. Ce n'est pas Jean-Marc Kabound. Donc aujourd'hui, le départ de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound est un individu. Il a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Il a ses défauts, il a ses qualités. Ce n'est pas parce que il est en difficulté avec l'initiative de la pétition, c'est à ce moment-là qu'on doit nous brandir la menace de dire que la coalition pourra en pâtir. Je dis non en regardant droit aux yeux tous ceux qui sont en train de tenir cette thèse. Vous disiez non. Les départs de Jean-Marc Kabound du bureau de l'Assemblée nationale ne mettrait pas en mal la coalition FCC-CACH, tout comme le départ d'un autre membre du FCC de son poste politique ne mettrait pas en mal la coalition. Nous sommes dans une coalition, c'est le Congo qu'il faut voir, c'est pas un individu. Lorsqu'un individu commet une faute ou fait quelque chose qui amène ses pairs, notamment à l'Assemblée nationale, à vouloir le faire partir du bureau, il ne faut pas dire tout de suite c'est la fin de la coalition FCC-CACH, il y aura des fissures, il n'y en aura pas, et la coalition existera, continuera. Parce que quoi? Joseph Kabila, notre autorité morale, Félix Tshisekedi, l'autorité morale du FCC, de CACH, ont voulu que nous soyons en coalition. Aujourd'hui, est-ce que Jean-Marc Kabound peut se réjouir, comme on est en coalition, il pourrait être sauvé par le FCC? Évidemment, évidemment. Sa survie ne peut venir que du FCC. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Donc aujourd'hui, Jean-Marc peut être encore en sécurité puisque le FCC est là et on peut le sauver. Si Jean-Marc Kabound bénéficie de la faveur du FCC, qui, il faut le savoir, est majoritaire à l'Assemblée nationale, il peut rester. Mais si la majorité, avec ces rouleaux compresseurs du FCC à l'Assemblée nationale, si ces rouleaux compresseurs du FCC à l'Assemblée nationale dit non à Jean-Marc Kabound, il partira. C'est la vérité parce que nous sommes dans une démocratie représentative. À l'Assemblée nationale, c'est la loi de la majorité. Et la majorité aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'est entre le main du FCC, il ne faut pas se voiler la face. C'est le FCC qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Lorsque tout simplement le président ou la présidente de l'Assemblée pourra mettre cette question aux voix, si le rouleau compresseur à l'Assemblée nationale dit nous sommes contre que Jean-Marc Kabound parte, il partira.
qu'il reste, il restera. C'est la réalité démocratique, il ne faut pas se voiler la face. Et ici, nos frères de l'UDPS, de CASH, doivent le savoir bien. Si la machine FCC à l'Assemblée nationale dit Jean-Marc Kaboul peut rester encore au bureau, il restera. Si cette machine dit non, Jean-Marc Kaboul pourra quitter, il quittera. C'est la loi de la majorité, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui dit que vous êtes en train d'utiliser le MLC, vous avez utilisé Jean-Jacques Mamba. Nous avons vu hier quand Jean-Jacques Mamba a été arrêté, c'est tout le monde, le député, la lecture même, la déclaration de député a été lue par le président du groupe parlementaire PPRD. Pourquoi vous qui êtes à la coalition avec l'UDPS, vous commencez à bousculer les membres de l'UDPS comme ça se passe maintenant avec Jean-Marc Kaboul? C'est un peu ça la confusion que beaucoup de gens ont. Oui, les groupes parlementaires ou le président des groupes parlementaires s'étaient retrouvés et leur déclaration a été lue par l'honorable Manara, qui, il faut le dire, est président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale et du FCC. Cela ne veut pas dire qu'il est parti en tant que FCC. Il était là en tant que président du groupe parlementaire avec d'autres présidents de groupes parlementaires. Tu t'en promettais déjà, Jean-Marc Kaboul, vous serez évincé. Nous sommes au Parlement, je viens de vous dire que le Parlement ou la Chambre du Parlement, l'Assemblée nationale, fonctionne selon les règlements de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas voir tout de suite les familles politiques auxquelles appartiennent les députés. Ce sont des parlementaires, ce sont des députés qui agissent de par leur statut de parlementaire d'abord. Et là, ils étaient en train de répondre aux exigences du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et ils se sont entendus pour faire cette déclaration en tant que parlementaire, non en tant que membre du FCC. Ce sont des parlementaires. Vous craignez aussi la rupture FCC-CASH? Non, on ne craint pas. Il n'y en aura pas. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'y en aura pas? Puisque Félix Tshisekedi peut aussi s'énerver, comment est-ce qu'on peut chasser Jean-Marc Kaboul, mon proche? Écoutez, beaucoup de gens ont tendance à impliquer le président de la République, Félix Tshisekedi, même dans ce qui ne le regarde pas. C'est-à-dire, dans les dossiers, Jean-Marc Kaboul ne concerne pas le président de la République. Le président Félix est une institution, le Parlement est une autre institution. Il ne faut pas chercher par ce genre de subterfuge à mener le président à intervenir même dans des choses qui regardent une autre institution. Ici, c'est l'affaire de l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'affaire du président de la République. Ne l'invitez pas dans ce qui ne le regarde pas. Ici, c'est le fonctionnement de l'Assemblée nationale seulement au regard de quoi ou conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et si, quand bien même Jean-Marc Kaboul serait l'homme favorable ou du président de la République, mais ici, il est membre d'une autre institution, d'une institution autre que l'institution président de la République. Et il doit ici travailler ou être jugé ou être traité, mieux traité selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Non, je dis, le président de la République, Félix Tshisekedi, un homme équilibré, à mon avis. Il ne va pas dire c'est à cause de Félix, de Jean-Marc Kaboul qu'il mettrait en mal ou à volo la coalition FCC, c'est-à-dire la République doit en pâtir parce qu'il y a une personne. Mais non, je ne vois pas le président de la République faire ça, mais je demanderai, si c'est ça le cas, je demanderai au président de la République qu'il ait
il est une institution à part et l'Assemblée nationale fait partie du Parlement qui est une autre institution et qui laisse l'Assemblée nationale fonctionner selon les prescrits du règlement intérieur. Monsieur Raphaël Loulou, on est déjà en train de filer derrière le temps. Aujourd'hui, là, la population est en train de pleurnicher. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. C'est quoi les effets de la coalition FCC Cash? Est-ce cette coalition-là était faite pour nuire à la vie de la population ou c'est le FCC qui est en train de nuire à la bonne vision de Félix Tshisekedi? Alors écoutez, encore une fois, il y a de confusion. Oui, politiquement, nos familles politiques sont en coalition. Mais il y a des institutions qui gèrent ces questions. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Il ne faut pas, quand par exemple il y a pénurie d'eau, on voit tout de suite la coalition FCC Cash. Mais le gouvernement est dirigé par le FCC. Quand il y a des trous sur les routes, il y a un pont qui est cassé, on voit la coalition. Non, c'est le gouvernement. Et au gouvernement... Un gouvernement FCC Cash, sans oublier. Oui, le gouvernement FCC Cash, c'est ce gouvernement qui devait agir. Les gouvernements proviennent de la coalition des partis politiques et même de la coalition de familles politiques FCC Cash. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais ils sont là, non pas en train d'agir au nom de leur famille politique ou de leur parti politique. Ce sont des hommes d'État investis de prérogatives d'hommes d'État, des prérogatives constitutionnelles. Ils doivent agir selon ce que leur fonction leur demande. Et ils n'agissent pas selon les recommandations de leur parti politique. Donc, quand on est c'est ça la difficulté que beaucoup ont, même lorsqu'on parlait de Jean-Marc Kaboun. Des gens qui viennent exercer, faire montre de leur militantisme lorsqu'ils exercent des fonctions d'État. Ici, les membres du gouvernement qui proviennent de la famille FCC ou qui proviennent de la famille politique Cash, lorsque une fois au gouvernement, autant que ceux qui occupent des fonctions au Sénat ou à l'Assemblée nationale, sont des hommes d'État investis de pouvoir d'État et ils n'ont pas à exercer les exigences ou les recommandations de leur parti politique. Donc, quand quelqu'un est au gouvernement, bien qu'étant d'une famille politique XY, lorsqu'il n'agit pas, ne voyez pas tout de suite sa famille politique. Voyez-le en tant qu'homme d'État, en tant que membre du gouvernement. Et c'est ça le distinguo que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Quand quelqu'un est au gouvernement, tout de suite on voit il est de FCC. Quand il est au gouvernement, tout de suite on voit Cash. C'est un peu ça, la confusion, l'amalgame dans lequel se plongent même les gens qui sont en train de soutenir que la coalition FCC Cash pourrait être supprimée si Jean-Marc Kaboun quitte l'Assemblée nationale. Selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au gouvernement pour réaliser le rêve de la population? Non, il ne manque rien, mais il y a tout simplement question de volonté politique et que le gouvernement, selon le programme qu'il s'est fixé, qui réponde à ce que la population attend de lui. Le gouvernement doit savoir que la population attend beaucoup de lui et qu'il voudrait que ce gouvernement fasse au moins plaisir et que ce gouvernement tienne compte des besoins de cette population. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, il y a des dossiers sérieux. Nous avons vu une note circulaire du procureur général de la République qui demande la levée de l'immunité du président du Sénat, Alexis Tambo suite à la plainte de madame la sénatrice Bijou Goya. Vous êtes du FCC. Est-ce que cela vous fait peur de voir un baobab comme Alexis Tambo être poursuivi par la justice congolaise? Vous savez, trop souvent, cette question d'avoir peur ou non, moi je n'aime pas répondre à cette question-là. On n'a pas peur du tout. Il faut que je vous dise. On n'a pas peur parce que chacun de nous est justiciable.
Et le président du Sénat, Alexis Thabo Mwamba, et s'il doit répondre à la plainte lui adressée par le tribunal, il répondra. Et il reste à savoir si il pourra être inculpé ou non. S'il est fautif, il sera inculpé. S'il ne l'est pas, il ne sera pas inculpé. Alors dire tout simplement à partir d'une plainte qu'on a peur ou on n'a pas peur, je ne vois pas d'où viendrait cette peur-là sur présentation d'une plainte. D'ailleurs, c'est vous qui m'informez, je ne suis pas encore au courant qu'il y a une plainte dans ce sens-là. Surtout que je sais que la sénatrice Bijou Goya oui. Et le président avaient, et c'est sans demander pardon, ils ont fumé le calumet de la paix à l'hémicycle. Moi j'ai suivi ça, et sur le plan d'éthique, sur le plan moral, je vois très mal après s'être pardonné avec le président à l'hémicycle, que la plainte court encore. Pourquoi la sénatrice Bijou Goya n'avait pas retiré sa plainte? Je dis sur le plan éthique, sur le plan moral, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que quand on accepte devant tout le monde, devant leurs collègues sénateurs, elle demande pardon au président pour ce qu'elle reconnaît avoir fait de mal vis-à-vis du président, et que le président du Sénat aussi à son tour dit qu'elle pardonne et elle préfère mettre fin à cet incident, et que encore l'honorable Bijou Goya continue à laisser sa plainte courir, continuer son cours. Je crois qu'il y a quelque chose qui tourne. Mais est-ce qu'elle ne le fait pas pour sauver l'honneur de la femme qui a été vue vilipendée comme ça en public? Je crois que l'honneur de la femme, c'est quand on lui présente des excuses devant tout le monde. Et elle a recouvré cet honneur-là s'il y a un honneur qui a été perdu. Et l'honneur de la femme, c'est quand elle-même, en tant que femme, a reconnu devant ses pairs sénateurs, a reconnu le tort qu'elle avait causé au président. Je crois qu'à ce moment-là, elle a fait honneur à la femme parce qu'elle a reconnu son tort. Parce que vous savez, c'est honorant de reconnaître le tort qu'on a commis et de demander pardon, de présenter des excuses. Et c'est aussi honorant lorsque quelqu'un reconnaît le tort qu'il a causé à la femme et présente les excuses à la femme. Je crois que pour cette séance-là, l'honneur de la femme a été recouvré, et je ne pense pas qu'en laissant courir la plainte, c'est à ce moment-là qu'on honorerait encore la femme. Alors, et je crois que ça serait un déshonneur, après avoir demandé pardon, présenter les excuses, on laisse la plainte courir. Alors, chutant avec ces dossiers Vital Caméré, le procès continue. Est-ce que ce n'est pas une trahison de la part de la famille FCC Cash qui voit un de leurs marginalisé aujourd'hui aller dans le procès sur l'affaire 100 jours du chef de l'État? Vous savez, par respect pour les institutions, j'ai souvent l'habitude de ne pas engager un débat autour d'une question, notamment en justice, et qui est sous instruction, et dire que c'est mauvais ou non, je ne sais pas le dire, parce que l'instruction a commencé, et les uns et les autres, tout le monde fait confiance en la justice de notre pays. Et que ce soit lui, l'honorable Vital Caméré, que ce soit les partisans de l'UNC, son parti, ou les autres membres de CASH, et même nous, membres du FCC, nous faisons confiance en la justice. Et c'est ainsi que nous disons que la justice fasse son travail. Et tout ce que nous voulons, et tout ce que le peuple congolais veut, tout ce que la coalition FCC Cash veut, c'est de connaître la vérité autour de cette question qui a défrayé la chronique, parce qu'on doit savoir finalement qui a fait quoi, qui a détourné, qui n'a pas détourné. Peut-être il y a des gens qui sont cités de façon injuste, hein.
et la justice comme elle est juste, permettez-moi cette répétition, la justice de notre pays comme elle est juste va les réhabiliter ou va rendre justice. Est-ce que vous ne pensez pas que ce jugement de Vital Kamerhe peut créer encore d'autres problèmes aussi de la coalition, puisque sans oublier qu'il est le directeur du cabinet du chef de l'État, il est aussi en alliance avec le FCC, cache d'abord UDPS et UNC, et puis il cache FCC. Vous craignez rien dans tout ça? Non, nous ne craignons rien. Pour autant que la justice est là pour tout le monde. Elle est là pour que nous, qui voulons connaître la vérité, nous soyons à mesure de connaître finalement cette vérité. Elle est là pour que ceux qui sont cités peut-être injustement soient lavés et réhabilités par cette même justice. Elle est là pour que ceux qui ont fait quelque chose contre l'État congolais, contre le peuple congolais, parce qu'il s'agit ici de détournement des deniers publics de l'État, et que finalement ceux qui ont fait ces méfaits soient sanctionnés et qui répondent de leurs actes par la justice. Cette justice-là est pour nous tous. Voilà pourquoi nous, au FCC, nous n'avons pas peur, nous sommes sereins, nous attendons les verdicts qui sortiraient. Quelles seraient les conséquences si on citait le nom du président de la République selon vous, le FCC? Et le nom du président de la République, voilà. Le président de la République est aussi justiciable, non? Si on cite le nom du président de la République, et si la justice estime que le président de la République pourra aussi répondre de ses actes une fois cité, et si sa culpabilité est établie, nous pensons qu'un état de droit ferait que le président de la République soit aussi incriminé. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est son ancien directeur de cabinet qui est cité, avec d'autres personnes, d'autres personnalités. Nous osons croire que la justice fera son travail. Nous n'avons pas peur du tout. La République va bien aujourd'hui. Nous faisons confiance en la justice dans notre pays. Selon vous, la République va bien aujourd'hui? La République démocratique du Congo se porte bien. La République démocratique du Congo se porte bien. Les institutions de la République fonctionnent bien. Et nonobstant les quelques difficultés inhérentes à la vie de notre population, mais la République se porte bien parce que nous n'avons aucun élément qui nous montre que la République ne se porte pas bien, à part peut-être les difficultés dans lesquelles le coronavirus nous a plongés. Nous nous portons bien, avec les difficultés corollaires, notamment la situation économique qui est mise en veilleuse, la situation financière, les écoles, les boulots qui ne fonctionnent pas, les élèves n'étudient pas, et heureusement qu'ils vont, ceux de 6e primaire et de 6e secondaire pourraient reprendre. Est-ce que c'est bien que ces élèves-là reprennent au moment où, quand il y avait 2-3 cas pendant confiné, et aujourd'hui il y a plus de 1000 cas? On va laisser les élèves aller à l'école pour présenter les examens d'État. Et c'est pas exposer les enfants. C'est encore là mon inquiétude, personnellement, je suis très inquiet. Vous êtes expert dans ce sujet-là. Je suis très inquiet dans la mesure où les coronavirus, aujourd'hui nous avons atteint les 2000 cas, plus de 2000 à peu près, et qu'aujourd'hui la sensibilisation ait fait défaut. Je dis honnêtement, à l'absence de médicaments, le pouvoir public n'a pas sensibilisé, si bien qu'aujourd'hui vous trouvez dans certains coins de la vie nationale, les gens, le seul coin de la République, même à Kinshasa, dans certains quartiers, il y a des gens qui ne croient pas en l'existence de coronavirus en tant que maladie, pandémie. Et vous pensez que les parents vont accepter facilement d'envoyer leurs enfants à l'école? Ça dépend de l'assurance que le gouvernement donnera, ça dépend de l'assurance. J'ai dit que le gouvernement était en train de mettre à la disposition de toutes les écoles de kits de protection, et ceci pourrait arranger, et on observerait aussi les gestes barrières, et que les élèves porteraient chacun un masque ou un cache-nez, et qu'il y aurait de liquide pour hydroalcoolique pour laver les mains. Donc si on prend toutes ces précautions-là et au sérieux,
suivi de la sensibilisation. Parce que moi, j'estime que le meilleur médicament, c'est la sensibilisation. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Et la sensibilisation fait défaut. C'est là que même le comité de riposte a failli. C'est là que le gouvernement, le ministre de la Santé ont échoué. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est bien encore votre émission Global Politique qui reçoit en ce jour M. Raphaël Loulou, avec qui nous abordons tous ces sujets-là qui, bien sûr, dérangent votre vie. Toutes ces questions-là que vous vous posez, je pense qu'au cours de cette émission, vous avez eu quelques réponses par rapport quant à ce. Alors, nous continuons avec lui, M. Raphaël Loulou. Aujourd'hui, là, si vous étiez membre de l'équipe de riposte à Covid-19 en République démocratique du Congo et que vous devez sensibiliser et le parent et les élèves qui vont reprendre bien sûr le chemin de l'école dans quelques jours, quel message pouvez-vous lancer à tout ce monde? Non, je demanderai d'abord à chacun d'être sensibilisé par rapport à cette maladie, que la maladie existe, et que chacun doit prendre au sérieux l'observance des gestes barrières et que l'on ne néglige pas, aux enseignants, aux directeurs d'école, aux encadreurs sociaux, de faire en sorte que l'observance de ces gestes barrières soit de mise et de rigueur au milieu des enfants, et que les parents doivent aussi en parler. Et je pense que de cette manière, nous pouvons, parce qu'aujourd'hui ici, nous sommes tous sensibilisés, nous observons ces gestes barrières, je crois que nous allons repousser l'avancée du coronavirus, et le coronavirus ne nous fera pas peur pour ça. Donc c'est ce qui a manqué au gouvernement, c'est ce qui a manqué au comité de riposte, parce que ils étaient trop savants, trop intello, au lieu d'aller à Kingasani, à Massina, à Kibanseke et au Kanluka, à Pakajuma pour sensibiliser. Ils ont préféré bloquer Gombe, et qui n'a pas été confiné, parce que ce blocage de Gombe, je ne dis pas que c'est ça le confinement. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté pour savoir Gombe est déconfiné ou encore en confinement. C'est très difficile parce que vous voyez que le pouvoir public ne nous a pas... Vous donnez quelle chance à la coalition FCC-CACH? La coalition existera aussi longtemps que le Congo existera et intéressera le peuple congolais. Donc je donne encore beaucoup plus de chance à la coalition FCC-CACH. C'est ce qui sauvera la République démocratique du Congo jusqu'à la fin du mandat du président Félix Tshisekedi. Voilà, grand merci à vous tous, très chers téléspectateurs, pour votre attention. Un grand merci à notre invité, M. Raphaël Loulou. Nous rappelons que vous êtes secrétaire général adjoint du MSR et cadre du Front commun pour le Congo. Un grand merci à vous d'avoir disponibilisé de votre temps pour répondre à notre invitation et honorer nos milliers de téléspectateurs. Et un grand merci à vous aussi qui nous avez suivis. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Un grand merci à JB qui était là derrière la caméra, ainsi que Lolo. Et un grand merci à notre réalisateur du jour, notre ami Diego Fael. Un grand merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Nous fixons une bonne suite de programme sur votre chaîne et on se revoit au tout prochain numéro. Merci à vous.